Je voudrais encore une fois remercier les honorables députés pour l'intérêt qu'ils portent à la question éducative. Madame l'honorable Bakary disait la fin de l'entrée de bibliothèque. En d'autres termes, il faudrait à son entendement un contrôle du gouvernement sur l'utilisation de la prime. Je voudrais tout simplement dire que le gouvernement a attribué une prime à quelqu'un. L'objectif de la prime est là. C'est une prime pour appuyer la rentrée, mais c'est aussi une prime de bibliothèque. Je crois que c'est une prime qui porte bien son nom. Et il faudrait bien que les enseignants puissent en faire usage dans cet objectif-là. Mais à partir de là, mettre un contrôle pour pouvoir vérifier. Pour le moment, ce n'est pas encore dans les préoccupations du gouvernement. Monsieur Ako, l'honorable Ako disait qu'il faut trouver des solutions pour la sensibilisation. Est-ce qu'on peut avoir des solutions au niveau de la sensibilisation sans associer les syndicats? Oui, je pense que les syndicats ont leur mode d'information de leur base et le gouvernement a lui aussi sa manière de saisir ou d'informer, de sensibiliser la population. Et je ne pense pas que ce soit au gouvernement d'aller informer les syndicats comme quoi il va faire une sensibilisation de la population. Je ne pense pas que ce soit ainsi que la méthode devrait être faite. Le gouvernement peut organiser à tout moment. Et je voudrais rassurer l'honorable député pour lui dire que même les délégués syndicaux étaient invités à cette information. Hier, plusieurs responsables syndicaux dans les préfectures ont pris la parole pour dire aussi leur part de vérité par rapport à ce qui a été dit. Donc, ce n'est pas une exclusion, au contraire, nous avons pu faire une pierre de coups où chacun a pu dire clairement ce qu'il demande. Les enseignants ne sont pas recrutés de la même manière, c'est vrai. Les enseignants sont recrutés de manière différente. Il y a ceux qui sont formés puis recrutés. Il y a ceux qui sont recrutés puis formés. Et il y a ceux qui, à un moment exceptionnel, ont réussi à un concours et qui ont été directement envoyés dans les salles de classe sans formation initiale, mais qui, petit à petit, suivent des formations organisées par les inspecteurs. Mais la question, en fait, c'est essentiellement de dire, à propos des retenues qu'on a versées à la caisse. Je voudrais simplement que lors de nos discussions, nous avons eu à inviter le directeur de la Caisse nationale du travail et un responsable aussi de la Caisse de sécurité sociale pour qu'ils viennent dire aux enseignants qu'est-ce qu'il en est sur cette situation. Et il est ressorti que, en fait, les prélèvements sont faits au cas par cas sur les dossiers individuels. Et que, vu, c'est vrai, l'État n'avait pas reversé en son temps au niveau de la caisse. Et que les enseignants sont en train de cotiser alors qu'on avait déjà prélevé. Donc, ce qui est fait maintenant, le directeur de la retraite de la Caisse nationale de la retraite nous dit qu'il a aujourd'hui un fichier qui montre la situation individuelle de chacun. Et je lui ai proposé de remettre sur clé, donc sur support électronique, cette liste-là, puisque ça concerne les enseignants, pour que chacun puisse voir à la date d'aujourd'hui quelle est sa situation. Et j'ai demandé à ce que les responsables des centrales syndicales, des syndicaux, une centrale syndicale pardon, donc puissent elles-mêmes voir, informer leur base. Mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de structure nécessaire pour pouvoir faire ce travail-là. Alors je leur ai demandé de lancer un appel à tous les enseignants concernés pour que chacun individuellement
puisse aller au niveau de la Caisse nationale de retraite du Togo et au niveau de la Caisse de sécurité nationale pour voir à la date d'aujourd'hui quelle est sa situation. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, c'est vrai, ça n'a pas été versé, mais il y a, tout a été mis sur la dette intérieure au niveau du ministère des Finances. Et cette dette intérieure s'éponge au coup par coup, petit à petit. Donc il se pourrait que certaines personnes aient déjà leur situation réglée et que d'autres ne l'aient pas encore. Mais c'est une démarche individuelle pour résoudre le problème. En tout état de cause, il y a une commission interministérielle composée du ministère des Finances pour les dossiers techniques concernant les finances et de la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, la direction de la Caisse de retraite du Togo, le ministère de la fonction publique qui réfléchissent sur la manière d'accélérer la résolution de ce problème. Actuellement, il y a eu déjà des rencontres là-dessus et assez prochainement, ils vont encore se retrouver pour faire des propositions concrètes. Les affectations punitives. Mesdames et messieurs, je crois que l'honorable député qui en a parlé tantôt, malheureusement, je n'ai pas noté son nom, ne sais pas, juste après Abo. Voilà. Alors, je crois qu'il a dit la chose suivante. De manière générale, le Togo, peu importe l'endroit où se trouve une famille ou un enfant togolais, peu importe cet endroit, le gouvernement a l'obligation de lui apporter l'éducation et le savoir partout où il se trouve. Et dans mon propos tout à l'heure, je vous expliquais que notre pays, nous le connaissons tous, vous êtes des députés, ce n'est pas à vous que je vais le dire, il y a des endroits d'accès difficiles, des accès très difficiles. C'est pour cela que nous proposions une prime de zone, une prime de difficulté, de contexte pour permettre de soutenir ceux qui acceptent d'aller dans ces endroits-là. Il y a certains enseignants qui sont ici à Lomé ou autour de Lomé et qui ne veulent pas bouger du tout. Et pour une fois que pour des raisons de service, on voudrait affecter celui-là pour aller par là, eh bien, il trouve que le confort qu'il avait à la base, puisqu'il ne peut plus retrouver le même confort dans un autre endroit, eh bien, il estime que c'est une punition. Première interprétation. Et là, l'honorable député, je partage avec lui le fait que le gouvernement a l'obligation de servir l'éducation au même niveau à tout le monde. Deuxième problème que nous avons, et ça je le rattache directement aux syndicats, aussi bien aux syndicats même qu'aux partis politiques, ne nous voilons pas la face. Il y a de ces problèmes-là aussi, où certains responsables syndicaux, pour les syndicats, je voudrais dire ceci, il n'est pas interdit, la loi n'interdit pas la mutation des délégués syndicaux. La loi demande tout simplement de les informer ou de demander leur consentement. Point. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que pour des nécessités de service, pendant que nous sommes quelquefois dans les vacances où les affectations se préparent, quelquefois il est difficile de pouvoir joindre les gens. Mais à la rentrée, c'est vrai, le gouvernement avait l'occasion de pouvoir approcher les gens. Si tant est qu'on a la liste des délégués syndicaux au niveau de ceux qui font des services techniques, qui font le travail. Mais je crois que c'est vrai qu'il y a quelquefois des ratés où les gens ne sont pas prévenus alors qu'ils devaient être prévenus parce qu'ils sont des responsables syndicaux. Je crois que nous en avons échangé avec les concernés. Il en est de même au niveau des partis politiques. C'est vrai, il y a des gens, des leaders d'opinion importants, mais qui peuvent se retrouver dans des disciplines assez pointues. Physique, maths, sciences nat et tout ça, ce sont disons des filières où nous avons très peu d'enseignants. Quelquefois, nous sommes obligés, bon gré, mal gré, nous sommes obligés pour les besoins justement de service et pour permettre à ce que des enfants ne fassent la réflexion. Il y a un enfant qui me disait, nous on est condamnés à faire histo-géo. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, nous avons 3 profs d'histo-géo et aucun de mathématiques, aucun de philo, aucun de physique. Et c'est vrai, mais il faut pouvoir corriger cela. Mais ce n'est pas évident par rapport au nombre que nous avons. C'est pour
comme ça arrivent. La troisième explication que je peux donner, c'est vrai. Il se fait que quelque part, on peut trouver des responsables politiques, qu'ils soient députés, qu'ils soient ministres, qu'ils soient responsables quelque part, qui trouvent que, bon, il a été victime de petits crimes de lèse-majesté de la part d'un enseignant irrespectueux, irrévérencieux, et qui vraiment, bon, il ne peut pas le conserver dans cet endroit-là. Ou alors que certains, par des problèmes politiques, se sentent en danger. Et il y a d'autres personnes même qui viennent déposer ou négocier pour protéger certaines personnes. Et il faut dire que l'administration, elle est ainsi faite. Quelquefois, on accède à ces genres de sollicitations. Nous sommes tous là, on se regarde, on sait que quelquefois, aussi bien de l'opposition que de la majorité, pour pouvoir arranger une situation quelque part, on sollicite des services pour pouvoir arriver à cela. Et nous pouvons déplorer, mais il ne faut pas que quelque part nous analysons d'abord. Je voudrais dire que les affectations de manière générale ne se font pas dans l'air. Il y a quand même un certain nombre de règles. Et le premier principe, c'est de préserver les grands équilibres. Le nombre de sortants doit être égal aux entrants, avec le respect des disciplines, surtout dans le secondaire. Le deuxième principe, c'est d'aller au-delà des grands équilibres en réservant un pourcentage à chaque critère. Par exemple, des critères de préparation à la retraite. Il y a des gens qui sollicitent, c'est ce que je disais, qui sollicitent d'être chez eux parce qu'il leur reste 2 ans, 3 ans pour terminer et donc ils préfèrent rester chez eux pour trouver et mieux organiser leur retraite ou alors le point dans lequel ils peuvent partir à la retraite. Le rapprochement de conjoints, c'est aussi des exigences dont nous sommes obligés de tenir de cela. Quelqu'un vient de se marier, dame ou un homme, et il voudrait rejoindre son mari, nous sommes obligés d'en tenir compte. Des raisons de santé que les gens évoquent, parce qu'ils ne peuvent pas supporter le climat ou bien ils sont malades et que leur médecin traitant est à un endroit. Des problèmes d'insécurité, parce que des problèmes récurrents ont permis à ce que vraiment ils ne se sentent pas en sécurité dans un endroit. Nous avons l'obligation de pouvoir en tenir compte. Des cas, le cas social, c'est-à-dire des raisons sociales. Je suis le seul fils de mon papa. Bon, maintenant, maman, moi qui est seul, je voudrais m'approcher de là pour pouvoir le soutenir, ainsi de suite. Des convenances personnelles. Des convenances personnelles. De scolarité des enfants qui sont avec les parents séparés, ainsi de suite. Ou alors, des raisons politiques et syndicales que je venais d'aborder. Donc, il y a autant de critères sur lesquels nous nous basons pour faire des mutations. Et les nécessités de service, c'est parce que justement, il faut obligatoirement qu'on ait un professeur de maths dans un établissement et un professeur de philo dans un autre, et ainsi de suite. Donc, tout ce personnel-là, tous ces critères guident. Le troisième principe, c'est la mutation par nécessité de service, et c'est ce dont je parlais tantôt. J'ai reçu la liste des syndicats, j'ai discuté avec eux. Il y a dans cette liste certaines personnes qui sont mutées depuis 2011, et c'est seulement maintenant qu'on en parle, parce que bon, en 2011, ça ne posait pas de problème. Il y a des gens qui ont été mutés et qui ont refusé d'y aller non plus. Ils ne veulent pas aller parce que ça ne les convient pas. Normalement, nous n'avons pas le droit, même si on doit juste les informer, et qu'on ne l'a pas fait, ça ne justifie pas le fait que nous puissions avoir, par exemple, 2 professeurs, tous les 2 syndiqués, puisqu'il y a plusieurs centrales syndicales, de mathématiques, dans un même établissement, alors que juste à côté, on a besoin d'un professeur de maths. Ou alors, dans un endroit plus loin, on a besoin d'un professeur de maths. Nous avons l'obligation d'en prendre un et qui répondrait à ces critères-là. Bon gré, mal gré, pour pouvoir satisfaire notre établissement. Bon, les propos du DRE, je ne sais pas trop ce qu'il a dit. Je ne peux pas tellement me prononcer sur les propos du DRE. Il pourrait dire il faudrait alors que le député nous aide à écouter aussi le DRE, parce que lorsqu'on écoute juste une partie, c'est toujours difficile de se prononcer là-dessus. Il faudrait voir quelles sont les circonstances dans lesquelles certains propos ont été tenus et qu'après il y ait eu des actions. Je crois qu'il faut écouter le
individuels. C'est des cas particuliers, j'ai quand même 30 000 enseignants. Je ne saurais vraiment retenir tous les cas particuliers là-dessus. En ce qui concerne moi-même mes propres propos, je ne voudrais pas me justifier. Je voudrais tout simplement dire que, en tant que ministre, je pense que je dois aussi veiller à la moralité de certains de nos enseignants. Et me rappeler, peut-être, comme vous le dites, mes propos peut-être n'ont pas été très adroits. Je veux bien peut-être le reconnaître. Hein, mais il y a certains aspects qui font la valeur de l'enseignant, qui font que les enseignants doivent se respecter et se faire respecter tout en faisant respecter l'école togolaise. Je crois que cela est important. Il y a certaines scènes que peut-être vous-même vous avez vues, de certaines. Je ne dis pas comme on le généralise, que j'aurais dit que tous les enseignants sont des soulards, vraiment pas du tout. Je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit comme ça que tous les enseignants sont des soulards. J'ai dit qu'il n'est pas, ce n'est pas de l'exemplarité et de passer par des rideaux blancs avant d'aller à l'école. Et j'avais en tête une image d'un enseignant qui, assis sur l'escalier de la salle de classe, excusez l'expression et la vulgarité, pipi dans son pantalon, en train de ronfler et les enfants qui rigolaient autour. J'ai trouvé que cette image n'est pas bonne et que nous ne pouvons pas l'accepter comme image de l'école togolaise. Et donc en le disant, c'était à cette image-là que j'ai pensé. Et je ne voudrais pas généraliser. J'ai eu l'occasion de leur dire, les enseignants togolais sont des enseignants intelligents et travailleurs malgré les contraintes de service. Et ça, je voudrais le répéter ici devant vous, dans cette juste assemblée. Bon, le travail que le gouvernement fait sur le terrain, l'année dernière, ce n'était pas tout à fait la même. Bon, et ça a donné d'autres résultats. Je crois qu'à chaque situation, son feedback. Je voudrais tout simplement dire que bon, si nous pouvions craindre cette année que les mêmes événements ou les mêmes causes donnant les mêmes effets, au moins du point de vue de la sensibilisation, je crois que le gouvernement a réorienté sa manière de faire, sa méthodologie d'information. Et je crois que lorsqu'il y a des rumeurs comme ça dans la population, il importe que le gouvernement puisse dire ce qu'il fait et dire ce qu'il a fait. Vous comprenez, comme je vous disais tantôt, on ne pouvait pas laisser dire que les enseignants ne sont pas payés, il faut les payer et qu'ils étaient en train de réclamer des salaires. Non, ils n'étaient pas en train de réclamer des salaires. Ils sont en train de réclamer une prime, 2 primes plutôt, une prime d'éloignement à verser mensuellement, une prime de logement à verser mensuellement, avec un calcul total de ces primes-là qui s'élève à 26 milliards. Nous ne pouvions pas satisfaire à cela. Voilà la réalité qu'il fallait dire aux gens et leur dire qu'en face de ça, le gouvernement a proposé 3 milliards 300 millions. De prendre ça maintenant, 4 à 1, ça fait 120 000. 4 BCD, 96 000. Et que les négociations continuent pour voir comment on peut aller un peu au-delà à partir de 2015. Parce que c'est à inscrire au budget 2014. Donc ça, je crois que c'est une information que le gouvernement se devait, pas à elle seule, plus tous les efforts que le gouvernement fait dans le cadre de l'amélioration du fonctionnaire de manière générale et puis des secteurs sensibles comme celui de la santé, celui de l'éducation, et ainsi de suite. Donc je crois que la méthodologie mise en place cette fois-ci donnera de meilleurs résultats que l'année dernière. Voilà, ramasser brièvement l'enseignement professionnel. Madame l'honorable députée pose un problème qui est vrai, si je peux le dire ainsi. Parce que, en fait, il s'agit pour nous, et j'ai promis aux syndicats de réfléchir avec les responsables de l'enseignement privé professionnel. Parce que lorsqu'on dit comme ça professionnel, on oublie qu'il s'agit quand même des écoles privées. Il y a des privés laïcs et il y a des privés professionnels. Le privé professionnel, comme je disais tantôt, l'honorable député, ajoute une valeur spirituelle à l'enseignement. La formation la formation morale vient ajouter un peu à la formation générale que tous les enfants reçoivent. Mais ce n'est pas l'État qui les a recrutés.
Ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État au sens pur comme fonctionnaires, au sens où ils ont passé un concours et qu'on les a recrutés. J'ai eu à le leur dire, et je dis, eux, ils sont recrutés par les professionnels, qui a fait le recrutement sur la base d'un certain nombre de critères qui échappent à l'État. L'État a simplement un contrôle sur ses enseignants pour veiller à ce que le programme et l'enseignement dispensé soient un enseignement de classe. Alors, le problème, c'est que pendant que l'État gère ses fonctionnaires, les professionnels disent qu'ils veulent avoir la même chose. Alors, vous savez, privé laïque, privé confessionnel, pourquoi donnerait-on une prime au privé laïque sans la donner au privé professionnel, sans la donner au privé laïque? Il n'y a pas de raison fondamentale qui permette à l'État de dire. C'est en 1971 que le gouvernement, parce que je ne sais pas quelle raison sous-tendait, a apporté une aide aux confessionnels. Et cette aide est allée croissante jusqu'à atteindre aujourd'hui près de près de 4 milliards de francs. Mais je pense qu'il va falloir, je leur ai dit, il va falloir qu'on s'asseye pour redéfinir le cadre d'appui que le gouvernement apporte à tous les secteurs de l'éducation, qu'ils soient confessionnels ou qu'ils soient privés laïcs. Certains privés laïcs donnent aussi de très bons résultats et font aussi, autorisent plutôt que des religieux aillent donner aussi dans leurs établissements privés laïcs, aillent donner des enseignements professionnels, des enseignements religieux. Donc nous pensons qu'il y a des situations qui sont un peu délicates pour nous et qu'il faudrait mieux réfléchir, approfondir les réflexions et trouver définitivement, disons, un modus vivendi pour que désormais on s'entende là-dessus. Il y a des petits couacs derrière dans la gestion, dans l'organisation, qu'il faut peut-être revoir. En ce qui concerne les syndicats, j'ai eu à leur dire que leurs employeurs, ceux qui sont du secteur public, leur employeur, c'est l'État. Et s'ils revendiquent, ils doivent revendiquer vers l'État. Mais ils ne peuvent pas revendiquer à la place des autres. L'employeur du confessionnel, ce n'est pas l'État, c'est la direction de l'enseignement confessionnel. Et donc, s'ils doivent réclamer, c'est vis-à-vis d'eux qu'ils réclament, quitte à ce qu'avec eux, avec les directions, que le gouvernement voit comment pouvoir le faire. Mais ce n'est pas parce qu'on donne une subvention pour appuyer qu'on est obligé de donner tous les avantages et au même degré que comme s'ils étaient ils disent qu'ils émarquent sur le budget de l'État. Ils n'émarquent pas sur le budget de l'État, ils émarquent sur une subvention que l'État accorde aux professionnels. C'est pas, même si ce budget est pris au niveau de l'État, on ne peut pas dire que c'est des fonctionnaires qui émarquent sur le budget de l'État. Mais c'est une question, j'en consens, qui est importante et qu'il va falloir approfondir. J'ai déjà pris date plutôt avec les intéressés pour qu'on puisse approfondir la discussion et trouver les solutions les plus idoines en la matière. En ce qui concerne les allocations pour le personnel les allocations, je crois que là aussi, c'est au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, de demander que chacun aille voir quel est l'état de sa situation et qu'est-ce qui se passe. Et ce que je viens de dire rejaillit aussi sur ces gens, parce qu'ils veulent être considérés comme